Salut tout le monde. Avant de commencer, deux petites choses. Je profite d'être dans le thème pour rappeler qu'en plus de mon serveur Discord communautaire, j'ai créé il y a un an un deuxième serveur à part qui rassemble les passionnés des chiens afin d'échanger sur ce sujet sous plein d'aspects grâce aux différents salons. À ma connaissance, nous sommes devenus le plus gros serveur francophone dédié à ce sujet, ce qui n'était pas bien difficile vu que c'est quasiment l'un des seuls. Des professionnels canins de tous bords, ayant une couleur distincte des autres membres, sont là pour répondre à vos questions, et des balades y sont notamment organisées, dont une que j'ai filmée et que vous verrez dans cette vidéo. N'hésitez pas à le rejoindre si vous êtes également cynophile, ou à le partager aux amoureux des canidés que vous connaissez. Le lien est dans la description. Et deuxième point, cette vidéo est sponsorisée par Franklin Pet Food, une jeune entreprise française d'aliments pour chiens et chats dont les produits ne sont achetables que sur internet, avec des délais de livraison à domicile très courts. C'est très plaisant d'avoir un sponsor en totale correspondance avec le thème de sa vidéo, et pour l'occasion je vous invite à rester jusqu'à la fin de celle-ci pour un petit bonus qui vous fera sûrement rire. Les aliments de Franklin Pet Food contiennent environ 70% de viande ou poisson, avec à chaque fois une seule source de protéines pour soulager les estomacs sensibles et éviter les allergies. Elles ont un taux de glucides limité et un taux de protéines optimal, indiqué de manière très claire sur les produits. En effet, à la différence d'autres marques, Franklin Pet Food souhaite vous donner les clés pour choisir la meilleure alimentation pour votre animal grâce à des étiquettes faciles à lire, des fiches produits détaillées et des recettes décryptées de A à Z. À une époque où nous faisons de plus en plus attention à l'alimentation de nos protégés, cette volonté est plus que la bienvenue. Avec le code BLOOM25, vous pouvez bénéficier de 25% de réduction sur toutes leurs boutiques en ligne, que ce soit leurs croquettes, pâtés, friandises ou compléments alimentaires. Leur gamme de produits permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque profil, allant du chiot très énergique aux chats adultes stérilisés en surpoids, en passant par les chiens seniors avec des estomacs fragiles et des allergies alimentaires. Sans parler de leurs compléments alimentaires qui visent à atténuer certains problèmes comme le stress, l'arthrose ou la digestion. Bref, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site via le lien dans la description pour profiter de cette réduction. Bon visionnage! Comme pour les 4 précédentes vidéos sur mon chien Floki, toutes les prises sont classées par ordre chronologique, heure par heure et jour par jour, ce qui vous permet de suivre l'évolution au fil du temps. La dernière vidéo à ce sujet date d'ailleurs du 8 mars 2020. Il s'est donc passé beaucoup de choses durant ces 2 dernières années, notamment l'arrivée d'un deuxième chien dans la famille. Dans ma vidéo de mars 2020, j'expliquais regarder depuis un certain temps les annonces des refuges pour adopter un deuxième chien, au maximum du même âge que Floki et plus petit ou de la même taille que lui, car il a du mal avec les chiens plus grands. Malheureusement, ça s'est révélé bien plus compliqué que prévu, malgré mes visites régulières dans les SPA de ma région et toutes les alertes que j'avais cochées sur des sites web comme Seconde Chance qui répertorient les annonces des refuges à travers la France. C'est fou à quel point les jeunes petits chiens se font adopter à la vitesse de l'éclair à peine arrivés en refuge, parfois réservés dès le premier jour par je ne sais quelle façon car j'étais pourtant au taquet sur les annonces et ils arrivaient quand même à me passer sous le nez. Et lorsque par miracle le chien était encore disponible à l'adoption, il y avait toujours un souci. Pour certains, il ne fallait pas avoir d'autres chiens à la maison, pour d'autres, il fallait obligatoirement les prendre avec leurs frères, mais la réponse la plus récurrente était que j'habitais trop loin du refuge concerné. Les bénévoles souhaitent en effet faire une visite post-adoption, ce qui fait qu'à partir d'une certaine distance, les demandes sont automatiquement refusées, ce qui est dommage car de mon côté j'étais prêt à faire des centaines de kilomètres pour aller le chercher. J'ai même eu le cas un jour d'un refuge qui n'acceptait de me confier le chien que si je continuais à l'emmener tout le temps chez leur vétérinaire de proximité, qui était à 3 heures de route de chez moi. Pratique s'il y a une urgence. Au bout du 11e refus, après plus d'1 an et demi de recherche, j'ai finalement décidé de me rabattre sur les élevages pour ne pas que Floki soit trop vieux une fois le deuxième chien adopté. Souhaitant un chien lupoïde de 12 kg maximum, assez sportif pour faire aisément du canicross mais également affectueux à la maison, mon choix s'est alors dirigé vers une nouvelle race encore peu connue. J'ai ainsi eu le bonheur d'adopter une petite femelle Pomsky le 27 février 2021, nommée Bloom. Elle est née le 31 décembre 2020 d'une mère 100% husky et d'un père 100% poméranien, plus couramment appelé loulou de Poméranie ou spitzenin. L'idée de ce croisement entre un chien de 22 kg et un de 3 kg vient d'éleveurs des États-Unis qui souhaitaient créer un petit chien robuste avec la robe et les yeux du husky et le caractère attachant du poméranien. Les Pomsky sont une race assez récente, donc pas encore reconnue par la FCI, la Fédération Cynologique Internationale. La question du lof ne se pose donc pas. Il existe en revanche des clubs de cette race depuis quelques années qui travaillent à l'établissement d'un standard et à sa normalisation, comme le club européen du Pomsky créé en juin 2018. On distingue actuellement plusieurs types de Pomsky, classés comme F1, F2, F3 et même récemment F4.
Un Pomsky F1 est un Pomsky de première génération issu d'un croisement entre un père 100% poméranien et une mère 100% husky. Cette insémination artificielle se fait toujours sur une mère husky, car les chiots seraient trop grands pour être portés par une chienne poméranienne. Un chiot issu de 2 Pomsky F1 sera ensuite catégorisé comme un Pomsky F2, puis un chiot issu de 2 Pomsky F2 sera classé comme un Pomsky F3, et ainsi de suite. Ainsi, plus on avance dans les générations, plus les Pomsky sont petits. Il existe actuellement des Pomsky F4 qui font moins de 3 kg, comparé aux Pomsky F1 qui se situent plus aux alentours des 12 kg. Bloom est donc une femelle F1 qui, maintenant qu'elle a terminé sa croissance, fait 12,1 kg et 48 cm au garrot. Beaucoup choisissent de prendre des Pomsky pour leur belle robe de ski, leurs yeux bleus et leur petite taille, ce qui en fait de vrais huskies miniatures lorsque tous ces aspects sont cochés. J'y accordais personnellement peu d'importance, ce qui m'a fait adopter une Pomsky qui est loin de ressembler à ses congénères entre guillemets parfaitement marqués. Je souhaitais en tout cas prendre une femelle pour maximiser les chances d'avoir une bonne cohabitation avec Floki, étant donné que 2 mâles non castrés sous le même toit peuvent parfois mener à des situations compliquées. Évidemment, Floki a été très intrigué par cette nouvelle boule de poils, mais a rapidement fait savoir qu'il ne l'aimait pas en grognant dès qu'elle l'approchait. Ça a duré une semaine entière, puis d'un seul coup, sans raison apparente, Floki est venu la chercher pour jouer avec elle et ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Ça fait plaisir de les voir régulièrement jouer ensemble, car Floki a toujours été un chien très joueur, mais il avait du mal à en trouver d'autres qui voulaient bien s'amuser avec lui, malgré toutes les rencontres canines que je lui faisais faire. Bien qu'il n'ait jamais joué avec un chiot de sa vie, il a su se montrer très doux, malgré le côté assez brut de sa petite sœur. Lui qui embêtait tout le temps les autres chiens pour qu'ils jouent avec lui, il est tombé sur une chienne bien plus énergique qui cherche encore plus le jeu, au point d'arriver à l'épuiser et le lasser. C'était très mignon de voir Bloom épier les moindres faits et gestes de Floki pour prendre exemple sur lui, comme le fait d'attendre mon feu vert pour manger lorsque je dépose les gamelles, sans avoir besoin de lui apprendre. Bref, ils s'entendent à merveille, alors qu'ils sont diamétralement opposés sur plein d'aspects. Outre le fait que ça soit un mâle et une femelle, et qu'il soit blanc alors qu'elle est noire aux 3/4, il est très prudent alors qu'elle est une véritable casse-cou, il déteste la voiture alors qu'elle adore ça, c'est un chien de salon alors que c'est une sportive qui a besoin de se dépenser énormément, il reste seul très facilement alors qu'elle déteste ça, il est photogénique alors qu'elle fait souvent la gueule sur les photos avec ses yeux noirs qu'on a bien du mal à distinguer à travers sa robe noire. Il n'ose jamais passer à travers l'ouverture d'une porte si celle-ci ne fait pas au minimum 3 fois sa largeur, alors qu'elle arrive à ouvrir des portes fermées puis n'hésite pas à les pousser, etc. etc. Comme lorsque j'ai eu Floki, je comptais lui faire découvrir le plus de choses possible durant son 3e et 4e mois, la fameuse période cruciale de socialisation où le cerveau du chiot s'ouvre au monde et ne demande qu'à découvrir. J'avais prévu de lui faire rencontrer d'autres chiens, lui montrer différents environnements, lui faire écouter différents bruits, etc. Mais c'était sans compter le confinement et la restriction des 10 km qu'il y a eu durant cette période. Quand on habite au fin fond de la campagne, ça coupe vite du monde. J'ai donc fait comme j'ai pu avec ce que j'avais à disposition, mais dans l'ensemble c'est réussi. Elle n'a actuellement peur d'aucun humain, bruit, voiture, vélo ou autre, et s'entend bien avec ses congénères. Outre sa socialisation, j'ai éduqué Bloom de la même manière qu'avec Floki, pour qui ça avait parfaitement porté ses fruits lorsqu'il avait son âge, mais ça n'a pas du tout eu l'effet escompté sur sa petite sœur. Je me suis très vite rendu compte que ce serait une autre paire de manches avec elle. Ce qui a fonctionné en quelques semaines sur Floki a nécessité plusieurs mois avec elle, et certaines choses ne sont encore aujourd'hui pas acquises malgré tout le temps que j'y dédie. Il m'est par exemple impossible de la balader sans laisse malgré tout mon travail sur sa gestion des émotions, la frustration et la concentration. Je n'ai jamais vu un si fort instinct de chasseur chez un chien, au point d'être complètement folle quand elle voit un oiseau passer. Elle a déjà attrapé et tué un mulot dans le jardin, a déplumé un corbeau, a bien failli égorger une poule et aurait tué le lapin d'un ami si on ne les avait pas séparés à temps. Elle saute la tête la première dans les buissons comme un renard et ne décroche pas de la télé dès qu'elle y entend des bruits d'oiseaux. Apparemment ce n'est pas la seule de sa portée à avoir ce caractère, car l'un de ses frères est justement mort à cause de ça, percuté par une voiture en courant après un oiseau pendant qu'une éducatrice canine le baladait sans laisse. De ce fait, j'utilise une longe de 20 mètres lorsque l'environnement s'y prête afin qu'elle ait sa petite liberté, mais c'est loin d'être pratique. Autre souci d'éducation, elle déteste rester seule, et ce malgré la présence de son frère très calme qui pourrait pourtant la rassurer. Encore une fois, j'ai utilisé les mêmes méthodes que lorsque Floki était chiot, mais ça n'a eu aucun effet, que ce soit les absences crescendo de 1 minute, puis 5, puis 10, puis 30, etc., les jouets uniquement disponibles quand je m'absente, auxquels elle ne touche pas, ou encore les longues balades avant mes absences pour la dépenser au maximum. Bon, ce serait mentir de dire qu'il n'y a eu aucun progrès depuis son arrivée, ça s'est un peu amélioré, mais ce n'est pas encore au point. On est quand même parti de loin.
Par exemple, elle était propre au bout de 3 semaines à la maison lorsque j'étais présent, mais faisait ses besoins dès que je m'absentais à cause du stress, et ce même si elle semblait s'être complètement vidée quelques minutes avant lors d'une balade. Durant mes absences, elle a mangé des coins de mur, des plinthes, des coussins, la moitié d'un lit, et a même un jour lacéré les rideaux de ma baie vitrée au point de faire tomber la tringle qui a arraché tout le placo auquel s'était fixé. Côté jardin, il suffisait de la laisser quelques minutes sans surveillance pour qu'elle creuse des trous partout, déterre tous mes fraisiers et arrache des branches entières de la haie. Pourtant, ce n'est pas comme si je l'ai laissée dans le jardin des heures, comme certains le font en pensant qu'il n'y a ainsi pas besoin de balade. J'ai donc mis à disposition dans le jardin du bois d'olivier, de la racine de bruyère et des cornes de buffle pour qu'elle jette plutôt son dévolu dessus, ce qui a eu le mérite de fonctionner. Sinon, dans la maison, je lui donne du bois de serre et du fromage de yak, elle adore ça. Autre souci, d'ailleurs lié au problème de solitude, Mademoiselle se trouve être une chienne très émotive, au point de faire des pipis de joie à chaque fois que je rentrais ou que des invités arrivaient à la maison. C'était compliqué au début, car même en l'ignorant complètement une fois rentré, ça ne résolvait pas le problème. Ça s'est plus ou moins arrangé avec l'âge, du moins maintenant je ne lui dis systématiquement bonjour qu'une fois qu'elle est dans le jardin, et je fais bien parce qu'une fois sur 5 il y a encore un pipi de joie. J'étais tellement désemparé à un moment face à tous ces problèmes que j'ai fait appel à un éducateur canin qui a confirmé le fait qu'elle était trop émotive et bien trop attachée à ma présence. Mais mis à part ces quelques points embêtants, elle est adorable sur tous les autres aspects. Dès son 3e mois, elle connaissait parfaitement les mots assis, couché, donne la patte, au panier, cours, au pied, attends, tourne et fais le beau. C'est très drôle de voir Bloom et Floki faire ces mouvements en même temps. Côté jouet, elle a également pris exemple sur son frère et détruit tout aussi rapidement les peluches que lui. D'ailleurs sur ce point c'est de vrais gosses, même lorsqu'ils ont chacun un jouet identique, ils veulent toujours celui que possède l'autre, qui semble apparemment plus intéressant à leurs yeux alors que c'est l'exact même jouet. Ils font ça avec tout, les peluches, les bois de serre, les fromages de yak, etc. Ça fait un cercle sans fin, car à chaque fois qu'ils récupèrent l'objet de l'autre, ils veulent finalement celui qu'ils ont laissé, car l'autre est à présent dessus. La pire à ce niveau, c'est Bloom, qui a bien du mal à partager les jouets, quitte à arracher des dents celui de son frère pour en avoir 2 entre ses pattes alors qu'elle ne peut jouer qu'avec un seul en même temps. Et vu que Floki est un gros bonnet qui se laisse tout le temps faire, ça l'arrange bien. Mis à part ça, Bloom a été stérilisée lorsqu'elle avait 5 mois, juste avant ses premières chaleurs pour éviter les risques de cancer à ce niveau. Depuis qu'elle nous a rejoints, Floki aboie désormais dès qu'il voit ou entend des chiens dans le voisinage, chose qu'il ne faisait jamais avant. Peut-être est-ce pour protéger sa petite sœur, ou parce qu'il se croit dorénavant dans une meute, je n'en sais rien, mais le changement est assez flagrant, c'est bien dommage pour un chien qui n'aboyait jamais à la base. Début septembre, j'ai eu l'occasion de me balader avec quelques membres du Discord dédié aux chiens, qui habitaient comme moi en Normandie. C'est très chouette de voir différentes races jouer ensemble et pouvoir parler de ce sujet qu'on aime tant sans avoir l'impression de saouler ses interlocuteurs. Encore une fois, si ce genre de rencontre vous tente, je vous conseille de rejoindre ce Discord dans lequel vous trouverez notamment des salons régionaux pour faciliter l'organisation des balades. Le 19 septembre, je suis allé à la 4e édition de la Woof Run pour participer à une canimarche et rencontrer d'autres passionnés. C'était une super journée, et pour celle de 2022, je compte bien participer à l'épreuve de canicross avec Bloom. Elle était trop petite pour en faire en 2021, et Floki n'est pas fait pour ça. Pour avoir essayé 3 fois avec lui, il préfère s'arrêter tous les 10 mètres pour renifler, n'arrive pas à tenir le rythme, et de manière générale, ça se voit que ce n'est pas son truc. J'ai attendu le feu vert de mon veto et la fin de sa croissance lorsqu'elle a eu 1 an le 31 décembre pour commencer doucement le canicross avec elle, et je dois dire que c'est vraiment sympa quand on a un chien qui est à fond dedans. Ayant pris l'habitude de faire 2-3 footings par semaine depuis quelques années, ça va être cool de pouvoir transformer certaines de ses courses en canicross. Bref, passons à présent à Floki qui a eu le mérite de me rendre soucieux durant toute l'année 2021. Comme les chats, les chiens ont 2 glandes anales situées à gauche et droite de l'anus qui leur permet de dégager de fortes odeurs pour communiquer avec leurs congénères et marquer leur passage. Elles se vident de différentes manières, parfois lorsque l'animal défèque ou lorsqu'il se frotte les fesses par terre. On ne sait pas trop si c'est à cause d'une infection ou d'un manque de vidage, mais toujours est-il que la glande anale droite de Floki s'est un jour engorgée, enflammée et percée. Je peux vous dire que ça surprend la première fois quand vous voyez votre chien avec un énorme abcès au cul qui finit par percer avec plein de sang. Ça a commencé fin 2019, lorsqu'il avait 2 ans. 5 mois plus tard, il refaisait la même chose, cette fois-ci à gauche, puis de nouveau 4 mois plus tard à droite, puis de nouveau à gauche 6 mois plus tard. Voyant que ça allait continuer indéfiniment, il a été décidé de l'opérer le 2 avril 2021 pour lui enlever ces 2 glandes anales qui ne sont pas vitales chez les chiens. C'était la première fois qu'il portait une collerette et il n'osait plus bouger le premier jour avec cet attirail, c'était très drôle à voir.
Tout se passait bien, mais 4 mois plus tard, le 9 août, un nouvel abcès suivi d'une fistule est réapparu à l'endroit exact où se situait avant la glande anale gauche, qui avait pourtant bel et bien été enlevée. Le veto a alors pensé à un fil résorbable de l'opération qui n'avait pas dû se dégrader complètement, et que le corps avait eu besoin d'évacuer via cette fistule qui s'était ensuite rapidement cicatrisée. Sauf que 2 semaines plus tard, rebelote, abcès puis fistule au même endroit. On pense alors toujours à ce fil qui n'avait décidément pas dû s'évacuer correctement la première fois. Mais 2 semaines après, de nouveau le même problème, puis de nouveau 10 jours plus tard, toujours à l'endroit exact où il y avait avant la glande anale gauche. Moi qui voulais en finir avec ces abcès tous les 5 mois, je me retrouvais après l'opération avec un chien qui en faisait maintenant toutes les 2 semaines. On a donc fait une radio pour essayer de comprendre, ce qui a permis de détecter autre chose, une hypertrophie de la prostate, chose qui n'arrive qu'aux très vieux chiens mâles. Le vétérinaire m'a dit que c'était la première fois qu'il voyait un chien de 3 ans avec ce problème. En général, c'est dû à un taux de testostérone trop élevé, ce que la prise de sang a en effet confirmé par la suite. J'ai donc dû lui donner des cachets pendant 1 semaine pour diminuer sa testostérone et ainsi sa prostate. Mais on ne savait pas du tout si le problème des abcès était lié à cette découverte ou si c'était 2 problèmes distincts. Il fallait attendre de voir si les abcès continuaient d'apparaître une fois le taux de testostérone diminué. Finalement, les abcès et fistules ne se sont pas arrêtés, c'était bien 2 problèmes distincts. Super. Je précise qu'il n'y avait à chaque fois aucun signe d'infection et aucune bactérie détectée lors des prélèvements, et ce n'étaient pas des abcès ni des fistules à proprement parler, même si c'était exactement cet aspect qui en résultait. Les trous se refermaient d'ailleurs en moins de 2 jours, chose qui surprenait grandement le vétérinaire. Il est donc repassé sur la table chirurgicale le 20 octobre, le lendemain de son 4e anniversaire, pour être rouvert côté gauche, en espérant y déceler des choses louches comme un corps étranger. On a profité de l'anesthésie pour également le castrer et régler pour de bon son problème de prostate. Malheureusement, le veto n'a rien trouvé de suspect et n'a ainsi enlevé que quelques tissus qui lui semblaient inflammés. 2 semaines plus tard, Floki refaisait une fistule à 2 mm des points de suture pas encore retirés. Le vétérinaire était déboussolé, m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça de sa longue carrière et que ce problème inconnu sortait de son champ d'expertise. J'ai donc eu une lettre d'adressage de sa part pour me rendre à un centre de vétérinaire spécialiste auquel on ne peut accéder que sur prescription du vétérinaire traitant, un peu de la même manière qu'un hôpital. En attendant, j'ai eu la consigne de lui donner uniquement des croquettes anti-allergènes pour voir si le problème venait peut-être d'une allergie quelconque, même si le veto y croyait moyen, mais à ce stade ça ne coûtait rien d'essayer. Sans surprise, les abcès et fistules ont continué. Fin novembre, il en avait fait en tout 7 en moins de 4 mois. Le 6 décembre, coup de théâtre, Floki refait une inflammation, mais pour la première fois côté droit, avec un gonflement encore pire que les précédents à gauche. Je me suis donc rendu dans le fameux centre vétérinaire pour y voir un chirurgien spécialiste, qui m'a alors dit que le mieux à faire était de le passer au scanner et de l'opérer tant qu'il était encore gonflé, pour bien déceler tous les tissus qui posaient problème. De la même manière qu'entre un hôpital et un médecin traitant, on n'est plus sur la même échelle de prix, et en acceptant la prise en charge immédiate, j'ai dû signer un devis de 1 400 €. C'est là où j'ai regretté de ne pas avoir souscrit à une mutuelle pour animaux, qui m'aurait évité de payer plein pot, mais bon, la santé de mon chien n'a pas de prix. En revanche, c'est une bonne illustration de ce que j'avais expliqué en juin 2018 dans ma 2e vidéo sur Floki, lorsque j'avais parlé des contraintes d'un chien et du budget à prévoir. Ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe quel propriétaire, il faut avoir ça en tête quand on prend un animal. Le scanner a permis de révéler une lésion de 4,2 cm de long pour 2,2 cm de haut et 3,2 cm de large, ce qui était énorme pour un chien de cette taille. D'après le radiologue, il était fort possible que cela vienne d'un résidu de la glande anale droite. Ils ont également décelé un léger résidu de la glande anale gauche, mais anodin comparé à ce qu'il y avait à droite, ce qui est très bizarre car c'est à gauche qu'il avait fait 7 fois sur 8, mais l'opération de mon vétérinaire traitant avait peut-être finalement atténué la chose. Pour ceux qui se poseraient la question, on ne pouvait pas opérer les 2 côtés en même temps, sous peine d'avoir de gros risques de rendre Floki incontinent à vie. Le chirurgien a donc enlevé tous les tissus liés à ce problème sur les 4 cm de profondeur. La plus lourde opération de Floki à ce jour, qui l'a obligé à porter la collerette pendant 5 semaines consécutives. Le chirurgien, pourtant habitué aux cas très spéciaux, m'a également dit qu'il n'avait jamais vu ça de sa carrière, car normalement ce genre de problème est soit dû à une infection, un corps étranger ou une opération ratée, ce qui n'était pas le cas de Floki. Ils ont même retiré son drain dès le lendemain de l'opération avant de me le rendre, car il ne servait à rien dans son cas si spécial. Comme si ça ne suffisait pas, le chirurgien a décelé en le manipulant qu'il avait une luxation de la hanche gauche, qui n'avait pas l'air de le gêner pour le moment, mais qui pourrait peut-être devenir problématique dans le futur. Une semaine après l'opération, Floki était pris de tout sautement gras à répétition.
J'ai d'abord pensé à du reverse sneezing, mais le problème a continué au fil des jours. De retour chez le vétérinaire traitant, il s'est avéré que le tube enfoncé dans sa gorge pour l'anesthésie lui avait causé une trachéite, autrement dit une inflammation de la trachée. Quelque chose que seulement 1% des chiens font après ce genre d'opération, d'après mon veto. Mais il semblerait que Floki ait décidé d'être un chien unique jusqu'au bout. Quelques semaines plus tard, Floki refaisait un gonflement côté gauche, et fin janvier, il a réussi pour la première fois à faire en même temps un abcès de chaque côté, qui ont chacun percé. Oui, dont le côté où il a eu la lourde opération 2 mois plus tôt, qui était censé régler le problème pour de bon à cet endroit d'après le chirurgien spécialiste. Un plaisir d'avoir payé 1400 € pour rien. Si jamais ce problème vous parle, que vous soyez vétérinaire ou propriétaire, n'hésitez pas à me contacter, car pour l'instant, tous ceux que j'ai vus ne comprennent pas à quoi c'est dû. J'oubliais, mais il faut aussi avoir en tête que chaque opération requiert un rasage complet de son postérieur, allant jusqu'au milieu de sa queue, ce qui donne un résultat très spécial sur un chien au poil long. Avec 3 opérations en 8 mois, ses poils n'ont jamais eu le temps de repousser complètement, et la collerette est devenue une extension de lui-même à laquelle il ne fait même plus attention. Bref, affaire à suivre, mais ce n'est vraiment pas de chance. J'avais payé 400 € de plus lors de son adoption pour qu'il ne soit pas castré trop jeune et laisser ainsi ses hormones sexuelles faire leur boulot avec ses hormones de croissance pour ne pas qu'il ait des os trop fragiles, et au final ça m'a valu une hypertrophie de la prostate et une castration obligatoire. Et en voulant lui enlever ses glandes anales pour qu'il soit mieux, ça a encore plus accentué le problème. En souhaitant bien faire à chaque fois, ça a en fait empiré les choses. Je ne sais pas si c'est une question de pure race ou non, mais je constate en tout cas la différence flagrante avec Bloom qui est une chienne croisée. Avec son caractère casse-cou, elle fait des chutes et se prend des chocs qui rendraient Floki tétraplégique, mais elle s'en sort toujours indemne. Sans parler des trucs dégueulasses qu'elle mange parfois dehors, qui rendraient à coup sûr Floki malade pendant plusieurs semaines. Au total, je suis allé chez le vétérinaire 26 fois durant cette année 2021, soit plus de 2 fois par mois, pour des rendez-vous à chaque fois justifiés, que ce soit pour les vaccins de Floki et Bloom, les opérations, les suivis post-opératoires et les complications qu'il y a eu derrière, sans mauvais jeu de mots. On ne peut pas dire que c'était une année très gaie, ça mine beaucoup le moral de voir son chien mal en permanence, sans avoir de solution toute trouvée pour régler le problème. Entre ça et mes difficultés pour éduquer Bloom, j'ai eu de quoi faire, au détriment de ma productivité sur YouTube. Mais pour finir sur une touche plus positive, je vous partage quelques tours que Floki et Bloom savent faire, pour lesquels je les récompense avec les friandises de Franklin Pet Food. Bref, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, et je vous invite à regarder ma série de documentaires sur les chiens qui ont marqué l'histoire si vous ne les avez pas encore visionnés. J'y ai mis vraiment tout mon cœur, plus que sur n'importe quelles autres vidéos, et je suis justement en train d'écrire le prochain documentaire. Allez, salut tout le monde! La patte. Oui, c'est bien. C'est la papate. Coucher. Oui, c'est bien. Assis. Oui. Tourne. Oui. Fais le beau. Oui. Encore. Fais le beau. Oui. Tu attends. Au pied. Oui, c'est bien les chiens. Tourne. Oui. Assis. Couché. Oui, c'est bien. Tu attends. Maintenant. Tourne. Oui, c'est bien. Panier. Qu'est-ce que vous êtes mignon, les chiens.